Et si le corps nous parlait? En fait, il le fait constamment. La sémiologie, c'est précisément ça. C'est l'art d'écouter, de déchiffrer les messages qu'il nous envoie. C'est vraiment le point de départ de tout raisonnement médical, le socle de la pratique clinique. Bien avant les scanners, les IRM et toutes les technologies de pointe, le diagnostic, il commence ici, avec les mains et les yeux du clinicien. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la sémiologie endocrinienne pour voir comment on peut apprendre à déceler des déséquilibres hormonaux juste par l'examen physique. Alors, voilà comment on va procéder. On va suivre 4 étapes logiques. D'abord, on pose les bases, les fondamentaux de la sémiologie endocrinienne. Ensuite, on passe au concret avec l'examen de la thyroïde. Après ça, on verra comment identifier ces anomalies et on terminera en élargissant un peu aux glandes surrénales et à la régulation du glucose. Allez, on entre dans le vif du sujet avec les fondamentaux. Le système endocrinien, c'est un univers, c'est extrêmement complexe. Mais pour cette introduction, on va se concentrer sur 3 grands piliers, la thyroïde, bien sûr, les glandes surrénales et la régulation du glucose. Alors, concrètement, la sémiologie, c'est quoi? Eh bien, c'est un peu un travail de détective. Il faut bien faire la différence entre 2 choses. D'un côté, il y a les signes, c'est ce que le médecin observe objectivement, comme une rougeur par exemple. Et de l'autre, il y a les symptômes. Ça, c'est ce que le patient ressent, comme une douleur. Notre mission en endocrinologie, c'est de relier ces indices à un potentiel trouble hormonal. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Et notre premier cas d'étude, c'est l'examen de la thyroïde. Et si on commence par elle, ce n'est pas du tout un hasard. C'est tout simplement parce que c'est la seule glande endocrine qu'on peut directement palper, toucher. Et ça, c'est une règle d'or en médecine. Pour reconnaître ce qui est anormal, il faut d'abord connaître parfaitement le normal. Une thyroïde saine, c'est une petite glande. Elle pèse 25-30 grammes à tout casser. Elle est souple et elle est tellement discrète qu'en temps normal, on la sent à peine sous les doigts. L'examen lui-même, c'est un véritable rituel. D'abord, on positionne bien le patient pour que les muscles du cou soient relâchés. Puis, on palpe la partie centrale, l'isthme, et ensuite les lobes sur les côtés. Le moment clé, c'est quand on demande au patient d'avaler sa salive. Ça fait remonter la thyroïde et ça nous révèle sa mobilité. Et enfin, on cherche des nodules, bien sûr, mais pas seulement. On cherche aussi un frémissement, une sorte de petit tremblement sous les doigts qui peut signaler un afflux sanguin très important, un peu comme une usine qui tournerait à plein régime. Pour faire cette palpation, il y a 2 grandes écoles, comme on le voit sur ces schémas. Soit on se met face au patient, ce qui permet aussi d'observer ses réactions, soit, et c'est la méthode la plus classique, on se place derrière lui. Cette deuxième technique permet souvent une meilleure concentration tactile, les doigts épousent mieux la forme du cou, chaque méthode a ses avantages pour bien évaluer la glande sous tous ses angles. Ok, maintenant qu'on a la technique, qu'est-ce qu'on cherche exactement? Il faut savoir que les problèmes de thyroïde peuvent être classés en 2 grandes familles. Et attention, il arrive souvent que les 2 coexistent. Et ça, c'est une distinction qui est absolument fondamentale. Pour simplifier, imaginez une voiture. D'un côté, il y a les problèmes de carrosserie. La taille, la forme, est-ce qu'il y a des bosses? Ça, ce sont les anomalies morphologiques. Et de l'autre côté, il y a les problèmes de moteur. Est-ce qu'il tourne trop vite ou au contraire pas assez? Ça, ce sont les anomalies fonctionnelles. Une glande peut donc avoir un problème de structure, de fonction ou les 2 à la fois. L'anomalie de forme, l'anomalie morphologique la plus fréquente, c'est le goitre. Un goitre, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est une augmentation du volume de la thyroïde. Point. Il peut être diffus, c'est-à-dire que toute la glande est gonflée de façon homogène, ou alors nodulaire, ce qui veut dire qu'on sent des grosseurs bien localisées. Mais parfois, un changement de morphologie doit déclencher une alerte immédiate. Une thyroïde qui devient très dure, dure comme de la pierre, et qui semble fixée, collée au tissu profond, ça peut être un signe de cancer. Les vrais signaux d'alarme, ce sont les signes de compression. Si le patient a du mal à respirer, à avaler, ou si sa voix change, c'est peut-être que la glande est en train d'envahir les structures autour. Bien, on a parlé de la forme, parlons maintenant de la fonction, du moteur. Ce tableau résume parfaitement la situation. Il met en face à face les signes de l'hyperthyroïdie, quand l'usine tourne en sur-régime, et ceux de l'hypothyroïdie, quand elle est au ralenti. On va détailler les signes les plus importants. Commençons par l'hyperthyroïdie. L'exemple type, c'est la maladie de base dos. Imaginez un corps qui est bloqué en sur-régime, qui tourne à 200% en permanence. Le cœur s'emballe, c'est la tachycardie. Le métabolisme devient une fournaise, la personne maigrit alors qu'elle a tout le temps faim. Elle tremble. Et puis, il y a ce signe très spectaculaire, l'exophthalmie, ce regard où les yeux semblent sortir de leurs orbites. Et maintenant, l'exact opposé, l'hypothyroïdie, qu'on appelle aussi myxœdème. Là, c'est comme si tout l'organisme était mis en mode veille, en hibernation.
Le cœur, au lieu de s'emballer, il ralentit, c'est la bradycardie. Le métabolisme est au point mort, donc il y a une prise de poids. Le patient est tout le temps frileux, tout est ralenti, les gestes comme les pensées. Voilà pour la thyroïde. Maintenant, on va élargir un peu notre perspective pour aborder deux autres domaines absolument cruciaux en endocrinologie, la fonction des glandes surrénales et la régulation du sucre dans le sang. Et vous allez voir, on retrouve un peu la même logique que pour la thyroïde. Ce tableau compare deux états complètement opposés, qui sont liés cette fois à la cortico-surrénale. C'est la partie externe de la glande surrénale, celle qui produit notamment le cortisol, la fameuse hormone du stress. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ceci. La maladie de Cushing, c'est quand il y a trop de cortisol. Et ça se voit. On a une hypertension et une obésité très particulière, qu'on appelle fascio-tronculaire. La graisse s'accumule sur le visage et sur le tronc, alors que les bras et les jambes restent fins. À l'opposé, il y a la maladie d'Addison. Là, c'est la panne sèche, l'usine ne produit plus assez. Et logiquement, les signes s'inversent. Hypotension, et ce signe de la peau très marquant, la mélanodermie, qui donne une coloration un peu bronze. On termine avec le métabolisme du glucose. Et là, évidemment, on pense tout de suite au diabète sucré. Fondamentalement, c'est un trouble de la glycorégulation, c'est-à-dire que le corps n'arrive plus à gérer correctement son taux de sucre, ce qui mène à une hyperglycémie chronique, un taux de sucre dans le sang qui est trop élevé en permanence. Face à une suspicion de diabète, il y a une triade de symptômes qui doit immédiatement nous alerter. On l'appelle parfois le syndrome des 3 P. On a la polyphagie, une faim de loup qui ne s'arrête jamais, la polydipsie, une soif intense, inextinguible, et la polyurie, le besoin d'uriner très souvent et en grande quantité. C'est un tableau clinique qui est vraiment très parlant. Bien sûr, il existe l'état inverse, l'hypoglycémie. C'est quand le taux de sucre s'effondre brutalement. Et ça, c'est une urgence potentielle. Les signes d'alerte, ce sont les sueurs froides, les tremblements, le cœur qui s'accélère. Il faut agir très vite en donnant du sucre parce que si on ne corrige pas, ça peut évoluer vers une perte de connaissance et même le coma. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon des principaux signes cliniques en endocrinologie. Il faut bien comprendre que tout ça, ce sont les premières pièces du puzzle. Ce sont des indices, la porte d'entrée du diagnostic. Alors la question qui se pose logiquement après, c'est, une fois qu'on a ces suspicions cliniques, comment est-ce qu'on les confirme? Quels examens complémentaires vont permettre d'aller plus loin? Mais ça, ce sera pour une prochaine fois.